Quel est le sens du voyage ? Que dit-il de nos rapports au monde ? Qu'est-il en mesure d'apporter à nos vies déjà bien remplies ? Peut-il être une voie d'émancipation pour celles et ceux qui l'engagent ? Peut-il redéfinir les manières de se rencontrer et de faire société ? Quelles peuvent être ses existences dans le monde complexe d'aujourd'hui et celui que l'on désire pour demain ? Bonjour et bienvenue dans le podcast De Vive Voix. Je suis Anthony, la personne qui se pose toutes ces questions. Pour y répondre, je t'invite à sortir des sentiers battus du tourisme de masse. Partons ensemble à la rencontre de celles et ceux qui pensent et expérimentent le voyage différemment, afin de comprendre quel sens ils donnent à leur mise en mouvement. Accroche-toi bien à ton siège, à ta selle ou à tes bâtons. L'aventure sonore que nous allons vivre ne va pas te laisser indemne. Après tout, il n'y a pas de véritable voyage sans profonde transformation de soi et du monde. Florian nous conte le périple qu'il a réalisé avec 2 camarades à vélo à destination de la Corée du Sud. Leur objectif ? Participer au Jamboree 2023, Rassemblement international scout. Ils ont 7 mois devant eux pour traverser l'Europe, le Caucase et l'Asie. On revient dans cet épisode sur les intentions de ce projet fou, les péripéties vécues tout au long du chemin, les rencontres qui ont marqué leur aventure, mais aussi les contextes géopolitiques tant ces derniers ont façonné le tracé de leur odyssée. Quel chemin ont-ils finalement emprunté ? Sont-ils parvenus jusqu'en Corée ? En quoi cette expérience les a-t-elle transformés ? Pour le découvrir, écoute attentivement le récit qui suit. Bonjour Florian, merci de m'accueillir chez toi ici à Lyon. Comment tu vas ? Je vais bien. En janvier 2023, tu t'es lancé dans une grande expédition à vélo avec 2 acolytes, Antonin et Pierre. L'objectif ? Rallier la Corée du Sud à la seule force de vos jambes afin de participer au Jamboree, un événement qui rassemble les scouts du monde entier. Ce projet qui peut sembler un peu fou, il ne te fait pas peur. Tu es déjà un cycliste expérimenté. Après avoir beaucoup voyagé sur les routes d'Europe à vélo, tu t'es en effet lancé dans un périple d'1 an de Paris à Hong Kong, en passant par les Balkans, la Turquie, l'Iran, l'Inde, le Népal et l'Asie du Sud-Est. Et cette fois, il y a un nouvel appel, celui du scoutisme, mais aussi celui des routes de la soie, qui est un itinéraire mythique. Pourquoi avoir voulu repartir à vélo ? Qu'est-ce que tu souhaitais éprouver en chemin cette fois-ci ? Alors c'est vrai que j'avais été nourri de voyages et j'étais parti 1 an à vélo il y a quelques années et forcément j'étais pris du virus, donc je voulais repartir sur les routes depuis quelques temps déjà. Et quand j'ai vu qu'il y avait ce rassemblement qui se déroulait en Corée du Sud à l'été 2023, je me suis dit que c'était une bonne occasion parce que déjà, basiquement, la trajectoire était vraiment intéressante. Ça passait par des endroits où j'étais pas passé, par une autre partie de l'Asie, par les routes de la soie, par la steppe. C'était l'occasion d'aller à ce rassemblement international et du coup de partager cette aventure avec d'autres jeunes. C'était une manière de rendre l'idée de voyage soutenable fun et de communiquer là-dessus. Et on verra par la suite, mais ça pouvait être un peu la première étape, la première pierre à quelque chose d'un peu plus important, puisque des rassemblements comme ça, il y en a régulièrement, tous les 2 ans, tous les 4 ans. Et maintenant qu'on l'a fait, on est en train de se dire peut-être qu'on peut passer le relais, peut-être qu'on peut avoir d'autres équipages qui se lancent à une échelle un peu plus importante. Voilà, ça va pas être 90% des participants qui vont faire ça, mais voilà, si on peut en avoir un peu plus, et si on peut réhabiliter un peu cette idée, ça permettra d'avoir quelque chose qui soit un peu différent en termes de voyage d'aventure. Et du coup, c'était un peu la première pierre, nous, de prouver que c'était possible d'aller jusqu'en Corée à vélo. Et le prochain Jamboree, du coup, il a lieu aussi en Corée du Sud ou c'est dans un autre endroit du monde ? Alors, c'est à chaque fois dans un endroit différent du monde. C'est un peu comme les Jeux Olympiques, c'est un peu comme la Coupe du Monde. Et le prochain, il se déroule en Pologne en 2027.
Donc là, c'est en Europe. Donc forcément, les réseaux de communication, les réseaux de trains, les réseaux routiers, les réseaux cyclables sont quand même bien plus accessibles. Et voilà, c'est vraiment pour ça qu'il y a moyen de faire quelque chose avec le prochain événement. Et là, il y a même à l'été 2025, c'est une autre tranche d'âge, c'est les jeunes adultes. C'est le Rovermouth et ça se déroule au Portugal. Donc ça fait plusieurs événements sur lesquels on peut se projeter. Ouais, effectivement, les deux en Europe, donc c'est un bon moyen de partir à vélo. Effectivement, ça peut paraître un projet plus abordable, en tout cas pour un certain nombre de personnes, que de partir en Corée du Sud, où il faut poser 7 mois en l'occurrence pour vous. Du coup, par rapport, toi, à ton premier voyage, la différence, c'est que tu pars accompagné, alors que la première fois, tu étais tout seul, si je me trompe pas. Ah non, la première fois, je suis parti avec ma compagne de Ah oui, pardon. l'époque. Et du coup, effectivement, la vraie différence, c'est que l'équipe n'est pas la même. Donc, avant, c'était un couple, un homme, une femme. Et là, c'était trois gaillards. Une approche assez différente. Une approche assez différente au niveau du rythme. On avait quand même calé les choses de manière assez pointue. C'était assez sportif. 7 mois, c'est assez court pour aller jusqu'en Corée du Sud. Le rythme était plus long sur mon premier voyage. C'était pas plus mal, forcément. C'était quelque chose aussi d'assez intéressant. Et aussi, la découverte était un peu différente en couple ou avec trois amis. J'aurais bien aimé, quand on a constitué cette équipe, qu'on soit 4 et qu'il y ait une fille dans l'équipe. Cependant, trouver des personnes qui soient disponibles pendant 7 mois, qui soient motivées pour un projet de ce type-là, que ce soit garçon ou fille, c'est pas facile forcément à trouver. Du coup, on est parti à 3 et pas de filles dans l'équipe. Et du coup, ce choix de le faire en collectif, est-ce que c'était lié au fait de peut-être te rapprocher des valeurs du scoutisme, sachant que l'idée c'était d'aller à un rassemblement de scouts, ou est-ce que c'était que tu avais envie de vivre cette aventure en groupe? Qu'est-ce que tu cherchais à travers ce choix-là? Ouais, l'idée c'était de former une petite équipe, une petite patrouille scout qui rassemblait des amis qui se lançaient sur la route. Et la taille qu'on avait envisagée, voilà, c'était 3 ou 4. 2, c'était un peu petit. Voilà, s'il se passe quelque chose, on est quand même mieux à 3. Et dès qu'on est à plus de 4, même 5, voilà, ça change un peu la dynamique de l'équipe. On peut avoir des séparations qui se font à l'intérieur de l'équipe. Également, en fait, en termes logistiques, c'était un peu plus simple. Et justement, ce groupe, comment il s'est formé? Est-ce que vous connaissiez déjà tous les trois? Alors, ce groupe, c'est moi qui ai lancé l'idée, donc c'est moi qui étais à l'origine du projet. Et pour le constituer, il y avait plusieurs choses. Le premier équipier que j'ai recruté, c'était Antonin. Et Antonin, effectivement, je le connaissais très bien. Antonin, j'avais été en fait son chef scout quand il avait 16-17 ans. Il avait grandi un petit peu depuis et je l'ai recontacté. Je savais que c'était un aventurier dans l'âme. Je savais que c'était un gars assez débrouillard. Je savais que c'était un gars assez têtu et que moi je suis aussi assez buté. C'était quelqu'un avec qui je savais que j'allais pouvoir m'engueuler et me réconcilier et aller au bout du projet de cette manière. Et ensuite, une fois qu'on avait formé ce premier duo, on a ouvert les vannes, on a posté une petite annonce sur les réseaux sociaux, on a prospecté un peu dans nos réseaux pour avoir des gens qui voudraient se joindre à l'aventure. Comme je disais, essayer d'avoir 2 personnes supplémentaires. Il y a une quinzaine de personnes qui nous ont répondu. La plupart du temps, au bout du premier échange de messages ou au bout du premier appel téléphonique, la motivation tombait très très vite parce que ils se projetaient pas forcément sur ce genre d'expédition. Ils n'avaient pas forcément envisagé ce que ça pouvait être. Et finalement, en fait, celui qui s'est un peu détaché, c'était quelqu'un qu'on connaissait déjà. Donc, c'était Pierre, qu'on connaissait tous les deux, et qui a manifesté le plus de motivation. Dans votre groupe, justement, il y a toi qui est un cycliste expérimenté et 2 autres personnes qui connaissent pas forcément bien le voyage à vélo. Je sais que Pierre mentionne même dans le film qu'il en a jamais réalisé. Et vous voilà partis à 3 pour rejoindre la Corée. Comment vous avez appréhendé les choses ensemble de ce point de vue-là? Alors, sur le cyclo-voyage, effectivement, j'avais vraiment une longueur d'avance. Donc, sur comment on s'est préparé,
En fait, il y a plusieurs choses sur le matériel. J'avais quelques conseils à donner, plutôt sur le fait de réduire l'équipement au maximum en termes de poids. En revanche, même si j'ai voyagé beaucoup à vélo, je suis pas forcément un expert de l'équipement cyclo, de la bonne caisse de pignon, du bon pédalier, du bon vélo. Et ça, c'est plutôt Antonin qui lui est fan de mécanique, qui a géré ça. Lui, il était vraiment expert de ça, il était passionné. On a plutôt fait les bons choix, avec un bon compromis d'un vélo commercial qui était un modèle qu'on a acheté. On a acheté le même pour tous les trois, hein. Et moi, j'étais plutôt de bons conseils sur le set de vêtements qu'on devait prendre, sur le fait qu'on pouvait avoir un équipement de cuisine relativement succinct et mutualisé. Ça, j'étais plutôt au point là-dessus. Et après, la grande expérience du cyclo-voyage que je devais transmettre, c'était comment on vit la découverte, comment on se débrouille notamment avec la langue, comment on apprend à se dépatouiller un peu au fur et à mesure. Là, c'est vrai que c'était pas forcément évident parce que effectivement, je connaissais un peu les langues slaves, le serbo-croate, et en fait, il y a un truc qui est très facile, très important, c'est d'apprendre à compter en fait. Et une fois qu'on sait compter en serbo-croate, on peut compter assez facilement en bulgare, par exemple. Donc ça, c'est vrai que je prenais un peu ce rôle-là facilement, et peut-être que pour mes camarades, c'était pas forcément facile de prendre l'habitude de compter. Il y avait une nécessité d'apprentissage qui était un peu plus importante, et c'était un peu la même chose d'ailleurs pour les langues turques, parce qu'une fois qu'on était en Asie centrale, l'ouzbek, le kazakh, une fois qu'on sait compter en turc, on sait compter dans ces langues-là. Mais je dirais que quand on a évolué justement en Asie centrale, Antonin s'est beaucoup impliqué pour apprendre quelques mots de russe, chose que moi je connaissais pas du tout. Pour le coup, il avait bien cet état d'esprit qui lui était venu assez vite. Ouais, donc vous avez trouvé un moyen aussi d'être complémentaires dans vos apports respectifs. On attachait, ouais, effectivement, c'était important. Il y a un point commun entre vous trois, du coup, dont on a un peu parlé, c'est que vous êtes scouts. Est-ce que tu peux nous dire un peu, pour moi par exemple qui n'a pas été scout, ce que c'est le scoutisme, quelles sont un peu les valeurs de ce mouvement? Qu'est-ce que tu pourrais en dire? Alors, le scoutisme, c'est un mouvement de jeunesse, un mouvement d'éducation non formelle, tel qu'il est défini, et c'est un mouvement d'éducation, je dirais, à l'école de la nature. On connaît l'image des scouts qui vont dans les bois. C'est sortir de la ville, aller avec un groupe de jeunes du même âge dans la nature, vivre un peu la vie de Robinson Crusoe, une vie d'aventurier. Se déconnecter un petit peu, je pense. Et du coup, ce terrain de jeu, la nature, permet de mettre en place toute une organisation d'équipe, une organisation autour d'un projet collectif, un projet d'aventure ou un projet de solidarité. On compte beaucoup sur les jeunes, on compte beaucoup sur leur prise d'initiative, sur leur autonomie, et c'est un très bon outil en fait pour les laisser indépendants. Ils sont organisés en petites équipes, et suivant l'âge, évidemment, on a un niveau d'autonomie qui varie, mais très vite, on leur confie un peu les clés de l'aventure, les clés du camion, pour qu'ils vivent eux-mêmes leur projet. Les valeurs du scoutisme sont très variées, sont des valeurs de solidarité, sont des valeurs de curiosité, sont des valeurs de démocratie, sont des valeurs d'engagement de la part de la jeunesse, et sont des valeurs qui parlent, je pense, à tout jeune à qui on s'adresse, et donc c'est ce qui fait son succès aussi. Et quels sont les rapports que toi et tes deux amis entretiennent avec le scoutisme? Alors tous les trois, on a été scouts pour des durées variées. Moi, je suis scout depuis très longtemps, parce que je suis un peu plus âgé que mes deux camarades. Donc j'ai fait tout le parcours de jeunesse. Après, j'ai été chef d'unité. Après, j'ai eu quelques années où j'ai fait d'autres choses. Un peu plus tard, je suis redevenu chef d'unité, justement dans l'unité où il y avait Antonin. Et ce qui était intéressant, c'est que comme j'étais un chef plus expérimenté, j'avais pu monter vraiment un peu les camps dont je rêvais quand j'étais jeune. C'est pas du tout la même chose d'être responsable d'une unité quand on est plus âgé ou quand on a la vingtaine. Et je me suis vraiment beaucoup épanoui dans ce rôle à cet âge-là. Après, j'ai fait ça pendant 4-5 ans. J'étais un peu rincé en termes d'inventivité, donc il fallait que je fasse autre chose. Et justement, il y avait le Jamboree qui arrivait, donc c'était l'occasion. Antonin, lui, il est aussi scout depuis le plus jeune âge. Il a commencé à être chef aussi depuis quelques années.
un peu comme moi, voilà, il est mordu d'aventure par ce biais-là. C'est ce qui l'a fait rentrer un peu dans l'aventure. Pierre, lui, a rejoint le mouvement à 14 ans, donc un peu plus tard. Voilà, de la même manière, il a découvert le scoutisme et il est mordu. Donc on a 3 mordus d'aventure qui partent en janvier 2023 de Paris à vélo. Et comment se passent les premiers jours de voyage ? Alors on est parti en janvier 2023 parce que en fait en faisant le rétro-planning, c'est ce qui correspondait pour arriver au premier jour d'août en Corée du Sud, en prévoyant 2-3 semaines de rab, donc c'était quand même pas beaucoup. Donc on choisit de partir en plein milieu de l'hiver, enfin même au début de l'hiver, donc ce qui était quand même pas forcément évident. On part de Moisson, qui est à côté de Paris, qui est le lieu historique du Jamboree de 1947 qui s'est déroulé en France. C'était une manière d'aller d'un Jamboree à un autre. Et les premiers jours, le temps était assez maussade, mais pas trop froid. C'était plutôt un temps automnal qu'un temps hivernal. Et je me souviens que la mise en route et les choses qui étaient à caler, c'est que notamment à ce moment-là, c'est parmi les jours les plus courts de l'année. Et du coup, il fallait trouver un peu notre manière de fonctionner pour se caler là-dessus et pour se caler en équipe. Et très rapidement, on voyait un peu les différences d'approche. C'est que moi, je voulais essayer de profiter au maximum de cette durée du jour, donc de partir un quart d'heure avant que le soleil passe l'horizon le matin pour vraiment être dans la clarté et pour essayer d'arriver le plus tôt possible avant le coucher du soleil qui arrivait à ce moment-là à 17h. Et forcément, on avait peut-être un peu de mal à s'entendre au début en équipe et à se projeter. Mais c'était nécessaire parce qu'en fait, plus on va vers l'est, plus le soleil se décale. Les jours se rallongent de 2-3 minutes par jour, entre guillemets, mais nous, on allait tellement vers l'est que en fait, on se décalait plutôt de 5 minutes en avance. Et c'est le même fuseau horaire entre Paris et Budapest. Mais entre Paris et Budapest, il y a 1 heure de décalage, facilement. Donc voilà, il fallait se recaler petit à petit. Et aussi, il fallait se recaler un peu sur notre allure, sur la manière dont on se répartissait le poids. Parce qu'en fait, on avait fait notre première répartition et en fait, on s'est très vite rendu compte les premiers jours qu'il y avait des vélos qui étaient un peu plus légers ou que, en tout cas, l'un de nous pouvait porter un peu plus. Et c'était vraiment important d'essayer d'avoir le même rythme, de faire passer l'équipe avant pour optimiser et aussi pour que l'entente dans l'équipe soit la meilleure possible. Fallait trouver du coup un peu chacun votre rythme, mais en même temps, fallait trouver un rythme collectif, un rythme qui vous sied à tous les 3. Exactement, c'est toujours le temps des premiers ajustements quand on part comme ça. Il faut trouver son rythme d'équipe, il faut trouver sa répartition, il faut trouver sa manière de fonctionner, les temps de pause, il faut trouver sa manière de s'orienter, de trouver son chemin, de choisir qui s'occupe de la carte, qui au contraire suit un petit peu, et on essayait de répartir un peu au jour le jour les différentes tâches. Donc ça, ouais, je pense que ça nous a bien occupé les premières semaines en Europe pour trouver petit à petit le rythme qui était le plus adéquat. En Europe, pour trouver un hébergement, vous avez noué des partenariats avec un certain nombre de groupes scouts, et cela vous permet d'être accueillis chaque soir par ces collectifs. Et en échange de l'hospitalité, vous présentez un peu votre projet. Comment ça s'est passé justement ces temps ? Comment vous avez est-ce que vous aviez défini tout ça en avance, ou est-ce que sur le moment il y avait des choses qui se créaient aussi ? Alors en Europe, c'est vrai qu'on avait cette facilité, c'est qu'on pouvait être hébergé chaque soir, ce qui était, je dirais, nécessaire même pour durer, sur toute la durée. On n'avait pas besoin de sortir la tente, on n'avait pas besoin de dormir dehors en plein hiver. Et là, on a pu compter sur le réseau scout. Donc en France, pas trop de difficultés. Après, il a fallu contacter les gens par Instagram, par Facebook, trouver les coordonnées à droite à gauche. Et on a toujours été superbement accueillis. Plus on allait vers l'Est, plus on était un peu exotique. Donc c'était marrant de voir les jeunes qui étaient étonnés de nous voir, qui étaient curieux de nous rencontrer. On avait préparé une petite présentation et surtout, effectivement, on présentait un peu nos projets, nos destinations à venir. Et après, avec les jeunes, on avait différentes animations de chants, de jeux qui permettaient de leur présenter les choses et puis de les impliquer dans la destination et puis dans le voyage.
pour aussi leur ouvrir l'esprit et puis leur donner l'idée. On parlait souvent de, voilà, nous on va en Corée à vélo, mais pensez que l'année prochaine, il y a un rassemblement national en France, de telle sorte, où vous pouvez y aller de cette manière-là, ou dans quelques années, il y a un rassemblement en Europe. Donc projetez-vous là-dessus et essayez de penser à ça. Et est-ce que justement le fait de rencontrer tous ces groupes scouts, c'était aussi pour vous une façon, je sais pas, peut-être implicite, d'emporter avec vous tous ces visages du scoutisme en Europe, peut-être de les représenter aussi au Jamboree, peut-être d'être un représentant, je sais pas, de l'Europe au Jamboree? Comment tu perçois les choses? Alors, représentant de l'Europe au Jamboree, je dirais pas ça, parce que en fait, il y avait des gens du monde entier qui allaient Ouais. là-bas, donc ils se représentaient bien eux-mêmes, mais effectivement, on pouvait emporter un peu de leur présence jusque là-bas, et c'était vraiment voilà, l'idée de partager avec eux. C'était une manière de faire rayonner le scoutisme tout le long. C'était aussi une manière de nous, de découvrir tout simplement le scoutisme dans le pays, parce que le scoutisme est très différent suivant les pays. Le scoutisme est vraiment à l'image des différents pays. Par exemple, quand on arrive en Europe de l'Est, on découvre que le scoutisme se développe seulement depuis la chute du mur de Berlin, depuis la chute du bloc communiste, parce qu'avant il était interdit, il était remplacé par les pionniers, qui étaient le mouvement de jeunesse communiste. Et donc c'est des associations qui sont un peu en devenir, qui sont souvent un peu petites. C'est aussi une réalité qu'on soupçonne pas trop, c'est que l'engagement bénévole, que ce soit pour les scouts, que ce soit pour la Croix-Rouge, que ce soit pour autre chose, est pas forcément très courant. Il a été un peu mis à mal justement avec cette libéralisation forcenée qu'il y a eu après la chute du bloc soviétique. Donc ces organisations, elles ont un peu de mal à trouver des volontaires. Donc ça, voilà, on découvre un peu ça. On découvre un peu aussi en Asie centrale, par exemple en Hongrie, que parfois le scoutisme est un peu plus rustique, on va dire, qu'en France, ils ont gardé, ou en tout cas ils ont des défis pour les jeunes ou pour les responsables que nous on n'imagine pas forcément en France, des défis un peu de survie que nous on n'a pas forcément dans nos programmes. Et c'est assez intéressant de découvrir ça. Donc ça c'était vraiment assez enrichissant et vraiment c'est à l'image du pays et c'est vraiment assez différent suivant les contextes. Ouais, c'est super intéressant de savoir ça, quoi, parce que c'est vrai que quand on connaît pas, on s'imagine peut-être, on a peut-être des clichés un peu sur ce que peuvent être les scouts, je sais pas, en France, et on s'imagine pas toute la diversité de pratiques qu'il peut y avoir. Exactement, exactement. Et en France, alors si on dit que le scoutisme est à l'image de chacun des pays, en France, le scoutisme est divisé. Alors, je ne sais pas si ça dit quelque chose de la société française, peut-être un petit peu, mais en tout cas, c'est une des principales caractéristiques. Il y a une dizaine d'associations majeures en France, et puis il y en a plein d'autres un peu petites, et ça, c'est vraiment une caractéristique française. Et un truc que j'ai découvert aussi par rapport à ce contact avec la nature, c'est que, par exemple, en Roumanie, les jeunes, parfois, vont à la ferme pour aider leurs grands-parents, pour aider un oncle, une tante. Et du coup, parfois, le contact avec la nature, il est un peu contraint. C'est intéressant de voir comment les scouts essayent d'amener ça autrement. Et on avait regardé un peu aussi parmi les scouts qui avaient été remarqués au niveau international par l'Organisation mondiale dans le cadre de différents programmes. On avait rencontré notamment Paul, qui avait été récompensé comme messager de la paix. C'est un programme de l'Organisation mondiale qui met en valeur des jeunes qui œuvrent pour la paix. Et en fait, lui, il avait œuvré avec les scouts roumains quand le conflit ukrainien s'est étendu, et qu'il y a eu de nombreux réfugiés ukrainiens qui sont partis vers l'ouest et qui sont notamment arrivés en Roumanie. Lui, il habitait près de la frontière et il avait mis en place toute une organisation pour aider les réfugiés ukrainiens. Et même du haut de ses 16 ans, 17 ans, il avait fait preuve d'un leadership assez étonnant pour organiser avec la Croix-Rouge locale, pour organiser avec les scouts locaux l'accueil des réfugiés qui arrivaient dans le village. Il avait fait un peu les actualités dans son pays. Et du coup, on avait pu le rencontrer et l'interviewer longuement. Il a fait le déplacement jusqu'à Bucarest pour qu'on le rencontre et qu'on l'interviewe. Ouais, super inspirant. Donc c'était le moment où vous êtes arrivé à Bucarest que vous avez pu le rencontrer. Exactement, on avait lié contact avec lui. Et puis lui, il était motivé pour venir nous voir au centre scout de Bucarest, qui était un centre scout aussi qui était fait pour accueillir des enfants ukrainiens et puis pour leur changer les idées.
Et à l'intérieur de ce centre scout, on avait pu connaître son action. L'été suivant, lui, il n'allait pas au Jamboree. L'été suivant, justement, il avait prévu d'aller organiser un camp de jeunesse en Ukraine pour changer les idées des jeunes qui étaient soumis à la guerre. Ouais, merci pour ce témoignage. Donc vous, petit à petit, là on parlait justement de la Roumanie. Après la Roumanie, c'est la Bulgarie, si je me trompe pas. En Bulgarie, vous arrivez à la mer Noire, une des frontières géographiques qui marque la fin de l'Europe. Et là, vous prenez un bateau pour traverser la mer Noire et arriver en Géorgie. Comment se passe cette arrivée en Géorgie, cette fin de l'Europe? Effectivement, on avait choisi de traverser la mer Noire en bateau. On aurait pu éventuellement parcourir la Turquie, mais c'était assez long. Donc pour des raisons de calendrier, comme on s'était donné la règle de pouvoir prendre le bateau, on n'avait pas hésité. On devait prendre le bateau de toute façon aussi sur la mer Caspienne, on devait traverser la mer Jaune à la fin pour éviter la Corée du Nord. Donc on avait suivi cette règle. Et puis on s'était dit en plus tard, ce sera facilitant parce que quand on va arriver en Chine, si on a un tampon turc sur notre passeport, comme les Turcs offrent asile aux Ouïghours, la Chine parfois n'apprécie pas trop ça, donc on s'était dit que c'était pas forcément une bonne idée. Bon, c'est pas ça qui a facilité les choses, mais on avait un peu ce type de réflexion là. Et la Géorgie, c'est encore un peu l'Europe. Alors voilà, je sais pas si c'est la définition stricto sensu de l'Europe, parce que normalement le Caucase fait la limite avec l'Europe, comme l'Oural fait la limite tout à l'est. Et la Géorgie, c'est un pays qui aspire à être en Europe, c'est un pays ex-soviétique, qui a été marqué par plusieurs conflits avec la Russie. Et ça, on l'a vraiment senti, on l'a vraiment constaté, notamment dans la capitale de Tbilissi, avec la présence des drapeaux européens partout. Un pays assez compliqué, parce que justement, il y a cette volonté de s'arrimer à l'Europe, il y a cette volonté de se défendre de la Russie, mais en même temps, il y a énormément de Russes en Géorgie. Nous, on a été en auberge de jeunesse à Tbilissi, et il n'y avait que des Russes dans l'auberge de jeunesse, même ceux qui tenaient l'auberge de jeunesse, c'était des Russes. Donc c'est une situation assez compliquée parce que les Russes qui arrivaient là-bas avaient plus de pouvoir d'achat. Le gouvernement finalement profite aussi en les laissant rentrer, mais ça commence à fournir un contingent qui est quand même assez important et qui déstabilise un peu le pays. Donc c'était une situation assez paradoxale qui n'est pas forcément facile à vivre pour les Géorgiens. Vous étiez encore accueillis par les scouts, même si vous n'étiez plus en Europe à ce moment-là? Alors en Géorgie, on avait établi le contact avec plusieurs groupes. On a été hébergés à diverses reprises. Je me souviens, quand on est arrivé en Géorgie, on est arrivé à Batumi. Donc Batumi, c'est une station balnéaire qui ressemble un peu à Dubaï. C'est Dubaï sur mer Noire. C'est une ville pleine d'hôtels et d'immeubles extravagants et de casinos. C'est une ville de parfait mauvais goût, selon moi. C'est une ville qui a été construite pour que les Novorossiyski, les nouveaux riches russes, viennent dépenser leur argent dans cette ville. Maintenant, elle est plutôt orientée vers les nouveaux riches turcs. C'était assez marrant quand on est arrivé dans cette ville, parce que justement, le groupe scout qui nous a accueillis, la dame qui gérait ce groupe scout, elle était assez embarquée, elle était assez introduite auprès de différentes organisations de solidarité qui étaient financées par des propriétaires de casinos, des propriétaires de grands hôtels. Donc elle était dans le domaine de la solidarité, mais elle était un peu strass et paillettes. Et donc du coup, quand on a été hébergé là-bas, elle nous a tout simplement hébergé à l'hôtel, un bel hôtel assez confortable. Elle nous a tout payé, elle nous a fait découvrir la gastronomie géorgienne de haute qualité. Donc c'était vraiment quelque chose d'assez différent de ce qu'on connaissait dans le scoutisme, et c'était à l'image de Batumi en fait, qui est quand même une ville un peu hors du temps, qui est pas du tout représentative de la Géorgie, parce que dès qu'on fait quelques kilomètres à vélo pour quitter Batumi, on arrive dans la campagne, et la campagne géorgienne, ça ressemble un peu à la campagne des Balkans, c'est pas forcément très très riche, et c'est vraiment différent de la ville dans laquelle on était arrivé. Du coup, il y a eu 7 villes balnéaires, vous avez traversé la campagne et vous êtes arrivé de l'autre côté de la Géorgie à Tbilissi, la capitale. Comment c'était à Tbilissi? Est-ce que c'était encore différent? Tbilissi, c'est encore différent. Je crois que ce qui nous a marqué, c'est un peu justement cette question de la Russie. C'est-à-dire que dans les rues de Tbilissi, il y a des tags antifascistes, anti-Poutine, des tags de soutien à l'Ukraine.
Mais en même temps, ça parle beaucoup russe dans la rue. C'est-à-dire que voilà, il y a beaucoup de Russes dans la ville. Donc c'était assez paradoxal. Et Tbilissi, c'est une belle ville, notamment par son fleuve, par ses collines. Le Caucase, de toute façon, c'est assez vallonné. C'était vraiment agréable de voir cette ville, avec notamment cette architecture traditionnelle et des constructions très modernes qui se marient, notamment dans le centre de Tbilissi. Par la suite, votre objectif, c'est d'arriver en Azerbaïdjan, le pays voisin. Mm. Mais il y a une première péripétie, on va dire, administrative qui vous arrive, c'est que les frontières sont fermées. Et vous essayez d'obtenir un laissez-passer, mais ça se passe pas comme prévu, enfin, c'est plus difficile. Est-ce que tu veux nous en parler? Effectivement, moi j'avais été en contact à travers le réseau de l'association ABM, Aventure du bout du monde, avec un équipage de cyclos qui voyageait pour un thème complètement différent du nôtre, mais qui avait eu par son réseau une autorisation pour rentrer en Azerbaïdjan. Et du coup, nous on était en contact avec le président des scouts d'Azerbaïdjan. On se dit, voilà, il va peut-être nous aider à rentrer dans le pays, parce que les frontières d'Azerbaïdjan étaient fermées et sont toujours fermées pour le prétexte du Covid. Mais c'est là où on entre dans la géopolitique, parce que le prétexte du Covid est complètement fallacieux. La raison, c'est les tensions géopolitiques. Il y a 4 frontières avec l'Azerbaïdjan. Évidemment, la frontière avec l'Arménie est fermée. Les frontières avec la Russie et l'Iran sont fermées également, parce qu'ils sont considérés comme des alliés de l'Arménie ou des pays inamicaux par l'Azerbaïdjan. Et par cohérence, même s'ils s'entendent très bien avec la Géorgie, les frontières avec la Géorgie sont fermées. Donc les frontières terrestres de l'Azerbaïdjan sont ouvertes pour les marchandises, mais totalement fermées pour les personnes. Donc ça, c'est vraiment embêtant. Là, la COP va commencer dans quelques semaines en Azerbaïdjan, et ce sera toujours le cas, donc c'est quand même quelque chose qui interroge, puisqu'il est impossible d'aller par la terre en Azerbaïdjan, même aujourd'hui. Mais on savait qu'il y avait eu des autorisations exceptionnelles, et nous on se disait, en plus ça peut être un peu vendeur pour éventuellement même le pouvoir azerbaïdjanais, donc peut-être qu'ils vont nous autoriser. Et le truc, c'est qu'on s'y était pris un peu trop tard, parce que le président des scouts d'Azerbaïdjan, en fait, s'est rendu compte qu'il fallait obtenir la signature du Premier ministre pour obtenir le laissez-passer pour passer par le poste frontière de Kirmizi-Körpü, un des postes frontières entre la Géorgie et l'Azerbaïdjan. Et à ce moment-là, quand il a appris ça, il y avait un sommet international qui commençait justement cette semaine-là. Donc autant dire que le Premier ministre, il était occupé à autre chose. Ça faisait déjà une dizaine de jours, quasiment, qu'on attendait ce laisser-passer. Là, on s'était dit, ça va encore durer au moins une semaine. Et ça faisait quasiment en fait, le temps de rap qu'on avait. Donc là, on s'est dit, on a plus le temps d'attendre. Mais il faut quand même qu'on fasse quelque chose, parce que cette règle est complètement absurde. Il faut quand même qu'on marque le coup. Comment on peut faire? Est-ce qu'on vole directement au-dessus de l'Azerbaïdjan? Est-ce qu'on va directement en Kazakhstan? Ou est-ce qu'au contraire, on montre qu'on est encore plus buté que eux? Est-ce qu'on montre qu'on leur fait un peu un pied de nez par rapport à cette règle absurde? Et c'est ce qu'on a choisi de faire. Donc on a pris l'avion, effectivement, entre Tbilissi et Bakou. Prendre l'avion avec les vélos, c'est l'enfer, qui plus est. Donc là, c'était même pas 1 heure de vol. Et voilà, il fallait démonter les vélos, les remonter. Mais une fois qu'on est arrivé à Bakou, on a passé quelques jours justement accueillis par le groupe d'Ilias. Et on est reparti en bus jusqu'à la frontière terrestre qu'on n'avait pas pu franchir. Donc on a vraiment ces 200 mètres de frontière terrestre qui nous manquent. Et on est reparti sur la route vers l'est pour traverser intégralement l'Azerbaïdjan. C'était important pour nous, pour montrer qu'on était capable de suivre notre règle, pour montrer un peu l'absurdité aussi de la chose. Et on n'a pas forcément regretté, parce que d'une part, on a découvert la réalité de l'Azerbaïdjan, qui n'était pas forcément facile, qui n'était pas forcément ce à quoi on s'attendait. On arrivait après la guerre de 2020, et on sait qu'à la fin de l'année 2023, à la fin de l'année où on est passé, l'Azerbaïdjan est reparti en guerre contre la minorité arménienne du Haut-Karabakh, et les a chassés du Haut-Karabakh. Et du coup, nous, comme on était juste avant cette période-là, l'ambiance était assez particulière, notamment parce que dans toutes les rues du pays, il y avait de grandes affiches des soldats qui étaient morts pendant la guerre de 2020, qui était une manière de préparer la population, de la mettre dans un état d'esprit guerrier. Et du coup, c'était quand même assez pesant pour nous. Et ce pied de nez qu'on a fait de retourner à la frontière, de faire le tour, finalement, c'était quand même pas plus mal qu'on n'ait pas été redevable auprès du pouvoir azerbaïdjanais. Et on était plutôt content de ce point de vue-là. Ouais, wow, effectivement, ça aurait pu être une autre histoire. Et du coup, quand vous arrivez à Bakou,
Donc tu dis que vous restez quelques jours aussi pour rencontrer le groupe scout d'Azerbaïdjan. Et ensuite, vous prenez un nouveau bateau pour arriver au Kazakhstan, à Kourik. Et vous faites vos premiers pas au Kazakhstan. Et là, c'est des paysages complètement différents, des paysages désertiques qui vous attendent. Comment se passent les premiers jours dans un pays aussi vaste, sachant que votre objectif, c'est de ne pas parcourir tout le Kazakhstan, mais d'arriver assez vite en Ouzbékistan? Alors effectivement, la route nous mène jusqu'au Kazakhstan. Finalement, il n'y avait pas 50 000 routes disponibles, parce que plus au nord, par l'Ukraine ou par la Russie, c'était pas trop possible. Par le sud, par l'Iran, c'était possible, mais après, il y avait le Turkménistan qui bloquait, donc voilà, c'est pour ça qu'on arrivait au Kazakhstan. Et le Kazakhstan, c'est vaste, et c'est vraiment désertique à cet endroit-là. Et on avait déjà commencé à avoir les prémices en Azerbaïdjan, c'est très venteux. Donc au bout du deuxième jour, il y a le vent qui se déclenche et on est vraiment sur un paysage de désert avec une route toute droite qui allait vers le nord-est. Et au bout de 800 km, elle fait un coude et elle bifurque vers le sud-est. Donc voilà, c'est vraiment un virage à faire en 1200 km. Et le vent était contre nous dès le deuxième jour, dans un paysage absolument plat. Il y a quelques reliefs un peu dans ce coin-là, dans le Mangistau, mais on n'est pas passé par ces coins-là. Et là, on a lutté contre le vent pendant une dizaine de jours. Ça a vraiment été très compliqué. Ça a vraiment été assez crevant et c'était vraiment une manière d'éprouver l'équipe. On a plutôt bien géré ça. Là, pour le coup, la solidarité était mise à l'épreuve parce que il fallait rouler en éventail avec le premier qui absorbe le vent et les autres qui peuvent se mettre dans son aspiration et qui peuvent se reposer un peu. Ouais, ça s'apparente un peu à la Horde du Contrevent. Je sais pas si t'as la ref, qui est un roman d'Alain Damasio où t'as justement une troupe qui essaye d'avancer tant bien que mal avec un vent effroyable et où ils essayent de trouver la position parfaite, à s'adapter à chaque fois en fonction du vent. Et du coup, ça m'a fait penser à ça. Alors du coup, tu as vu le film de la Cyclodyssée, tu me parles de la Horde du Contrevent, je sais pas si tu as vu quelques vidéos YouTube de la Cyclodyssée, parce que justement, la vidéo qui parle de cette traversée du désert du Mangistau, elle parle de la Horde du Contrevent, elle fait un parallèle, parce qu'effectivement c'était la référence exacte. Donc la Horde du Contrevent, c'est quelque chose qui se passe sur une planète où le vent souffle de l'extrême amont jusqu'à l'extrême aval, et forcément, dans un monde comme ça, quand on est au bout du monde contre une falaise terminale, qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est d'explorer le monde et de remonter le cours du vent jusqu'à l'extrême amont. Et nous c'était un peu pareil, voilà. Nous on allait vers l'est, pas pour voir l'origine du vent, mais pour y aller par nos propres moyens, par la force musculaire. Et moi je me reconnaissais bien dans le Golgoth, notamment le chef de la Horde du Contrevent, qui est le gardien un peu de la règle. Et ça correspondait un peu au fonctionnement de notre équipe également. Et effectivement, cette expérience de vent, de lutter contre le vent dans le désert, en fait, ça rend tout ça plus vivant. Moi, je l'avais lu, j'avais déjà fait peut-être un peu de voile, j'avais déjà eu des épisodes où je affrontais le vent à vélo, mais pas de cette intensité, quoi. Et j'ai relu quelques passages de la Horde, et tout est plus vivant une fois qu'on a vécu ça, quoi. Donc au final, vous arrivez quand même tant bien que mal en Ouzbékistan. Vous parvenez petit à petit à la route de la soie, qui est un itinéraire assez mythique. Et vous passez notamment par des hauts lieux de cette route, comme Boukhara et Samarcande. Des villes millénaires qui sont composées de mosquées majestueuses, de médersa, de caravansérails, ces lieux qui abritaient les caravanes des marchands et des pèlerins qui allaient d'est en ouest. Comment s'est passée l'arrivée dans ces villes-là et est-ce que vous avez senti un peu le poids de cette histoire Alors déjà, on a senti le poids du soulagement physique, parce qu'effectivement, là, c'était plus facile, on avait moins de vent. Et puis, on avait prévu et on pouvait s'arrêter un peu plus souvent pour visiter. On a vraiment senti ce soulagement physique au début, qui allait de pair, effectivement, avec le fait de pouvoir visiter de beaux sites.
des sites évidemment qu'on ne retrouvait pas quand on était au milieu du désert. Et évidemment, d'y aller à la force des jambes, à la force des mollets, c'est assez différent, c'est un sentiment de récompense qui est incommensurable. On n'était pas complètement dans le rythme de Marco Polo, lui il a mis 2 ans quand il est parti de Venise pour aller jusqu'à Samarcande, mais on était quand même sur un rythme un peu plus lent que la moyenne des gens qui arrivent en avion, et c'est vraiment une autre manière de goûter les choses. Et surtout on a bavé pendant 10 jours dans le désert avant, donc là on était vraiment récompensés, quoi. Ouais, complètement. Est-ce que vous en avez profité un peu pour vous immerger dans les cultures locales, notamment dans ces villes-là, en Ouzbékistan justement, de manière générale? Alors dans ces villes-là, c'est pas forcément le meilleur endroit pour, rencontrer des locaux et puis avoir un rapport, franc avec, des locaux qui soient pas influencés par, le tourisme. Parce que, comme tout lieu touristique, il y a quelque chose qui est un petit peu transformé. Il y a beaucoup de gens qui se mettent à parler anglais alors qu'en fait, c'est pas forcément très répandu dans le pays, et c'est plutôt en fait entre ces villes, entre Khiva et Bukhara, entre Bukhara et Samarcande, que là, on pouvait s'arrêter un peu dans la campagne, soit planter la tente à côté d'une maison, soit, en fait, souvent, on était invité assez vite dans les maisons. Et là, on découvrait beaucoup plus. On se débrouillait un peu avec un peu de langue ouzbek, avec un peu de russe, avec un peu de langue des signes. Et aujourd'hui, on a quand même fait beaucoup de progrès, et c'est quand même assez facile de traduire quelques mots à droite à gauche avec son téléphone. En Asie centrale, il y a un sens de l'accueil qui est assez fort, qui est un peu la même chose qu'en Turquie. Ce sont des peuples de la même famille, des peuples turciques. Il y a cette tradition musulmane, il y a cette tradition nomade aussi qui se ressent. Et du coup, pour le voyageur qui se balade de manière un peu différente, on est assez facilement accueilli, notamment quand on est un voyageur léger, un peu vulnérable. Et on a eu de très bons moments d'échange avec des familles. Par contre, inviter, c'est un métier, donc il faut aussi donner le change, il faut aussi raconter son voyage. Nous, après certaines soirées, le lendemain, on nous emmenait à l'école pour parler avec la classe, pour faire découvrir un peu notre voyage, et parler anglais. Les professeurs étaient très contents d'avoir des gens presque natifs, quoi, pour parler un peu anglais avec les élèves. Et ça leur permettait un peu d'ouvrir leur horizon. Donc ça, c'est toujours une constante. Effectivement, faut pas se dire que c'est profiter, parce que justement, il faut aussi connaître son métier d'invité, et aussi se plier, avoir du plaisir à partager avec ça, à consacrer du temps à l'échange. Voilà, il y a des fois, il y a des gens qui veulent pas, ou même nous, il y a des fois, il y a des soirées où on disait, bon, on va plutôt prendre une auberge parce qu'on n'a pas envie de vivre ça. Et donc il y a vraiment un échange, il y a vraiment du donnant-donnant, et il faut bien avoir ça en tête. C'est ce qui fait aussi, je trouve, que la relation, elle devient horizontale, quoi. Elle devient, comme tu dis, l'hospitalité, elle se fait dans un ordre qui n'est pas marchand, qui n'est pas commercial. Et donc, il y a cette idée, effectivement, de donner et de recevoir, et qu'il y ait quelque chose qui soit apporté à chacun, à chacune. Ça fait écho, justement, Siméon me disait la même chose dans le premier épisode du podcast, parce qu'il est passé aussi par la Turquie, par l'Ouzbékistan, par l'Iran, et il disait qu'il y avait un sens de l'accueil qui était très fort, qui était lié à la fois à un trait culturel, à un trait religieux. Et du coup, c'est intéressant de voir que vous avez la même perception, le même vécu dans ces pays-là. Et est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez appris justement des pratiques, des cultures là-bas? Sur la route, on peut observer pas mal de choses qui sont assez différentes, des choses qui peuvent parfois tenir un peu de l'anecdote, mais moi, des choses qui m'intéressent, par exemple, c'est de regarder sur la route un peu les revendications politiques, notamment dans les Balkans ou dans le Caucase. Ça s'exprime par des tags. Quand on traverse la Serbie, il y a des tags nationalistes partout pour dire que le Kosovo est serbe, que fuck l'UE, fuck l'OTAN, ou ce genre de choses. Quand on est en Géorgie, c'est des tags anti-Poutine qui peut y avoir. C'était pas trop le cas en Ouzbékistan ou au Kazakhstan, c'est des pays où l'opposition ne s'exprime pas de la même manière. Mais on observe des choses un peu différentes. Par exemple, moi je soupçonnais pas, c'est que l'Ouzbékistan, c'est un pays très gazier. Et du coup, quand on traversait le désert, les seules villes qu'on voyait, c'était vraiment un peu comme des bases lunaires, des villes au milieu de nulle part. Et c'était des villes qui étaient en fait organisées autour d'un puits de prélèvement de gaz.
Et toute la vie tournait autour du gaz. C'était vraiment des villes, en fait, c'était UTG, Ouzbek Transgaz, la compagnie nationale. Tous les gens étaient employés de UTG, et même que nous, quand on allait dans une auberge, c'était l'auberge UTG, par exemple. Donc c'était assez marrant de voir ça. Quand on est arrivé sur les routes de la soie, quand on est arrivé au bord de la Moudaria, c'est marrant parce qu'on se rappelait certaines villes vraiment pimpantes, flambant neuves, qui étaient des villes un peu hors du sol, quoi, qui étaient justement financées pour les ouvriers, pour les ingénieurs, pour les techniciens du TG par l'argent du gaz, et qui avaient un niveau de vie qui était complètement différent par rapport à ce qu'on pouvait voir dans le centre du pays. Ouais, je trouve ça super intéressant. C'est le cas avec le voyage à pied, mais c'est le cas aussi avec le voyage à vélo, avec d'autres modes de transport doux. C'est que ça permet vraiment de voir toutes les réalités, qui se composent dans un pays, les contextes géopolitiques, t'en parlais, mais aussi les industries, quels choix ont été faits par les différents pays, comment vivent les locaux, etc. Et je trouve ça intéressant, ouais, de montrer que le fait de voyager à vélo permet aussi ça par rapport à d'autres modes de transport. Effectivement, on voit pas mal de choses. On voit des usines, on voit parfois des ruines d'usines dans l'espace ex-soviétique. On voit les cultures aussi. Bon, là, nous, on était au printemps, donc c'était pas encore les cultures du coton toutes vertes ou toutes blanches. C'était encore assez cramé de la fin de la récolte et de l'hiver. Mais on voyait aussi le système d'irrigation, par contre, du coton, qui commençait à marcher. Et là, on voyait ce problème, hein, de consommer toute l'eau de la Moudaria dans des canalisations à ciel ouvert qui sont pas très efficaces, qui font beaucoup d'évaporation, et qui font que c'est pour ça que le coton est très populaire et très bien produit en Ouzbékistan, mais que la mer d'Aral en est vidée parce que toute l'eau est consommée avant d'arriver à la mer d'Aral. Donc ouais, c'est vraiment des choses qu'on découvre quand on est sur le voyage long, le voyage à vélo. Ouais. Et donc après l'Ouzbékistan, vous traversez le Kirghizistan, qui est un plus petit pays, mais très montagneux, avec des paysages assez incroyables. Comment ça se passe, l'arrivée dans ce pays et la traversée aussi de ce pays? Alors comment ça se passe? C'est qu'en fait, déjà, il y a quelque chose qu'on n'évoque pas forcément dans le film, mais il y a un renoncement à ce moment-là. C'est-à-dire que l'idée première, c'était d'aller dans la montagne, effectivement, mais d'aller plus profondément au Tadjikistan, à la frontière avec l'Afghanistan, parce que là, c'est la route du Pamir, c'est une route mythique à vélo, c'est la route par laquelle les grands explorateurs sont passés. C'est une route assez inaccessible, c'est une route magnifique. Les Pamirs, c'est une partie de l'Himalaya. Et à ce moment-là, quand on y est, on a pris du retard sur notre planning, donc déjà, ça c'est un facteur important. On s'est rendu compte que dans l'équipe, physiquement, ça va quand même gratter un peu, quoi, d'affronter ça. Et surtout, à ce moment-là, il y a des tensions entre le Kirghizistan et le Tadjikistan. Pas forcément dans la région du Pamir, pas forcément dans la région où on va passer, plutôt dans la région du Fergana. Mais de ce fait, la frontière entre le Tadjikistan et le Kirghizistan est bloquée. Et ça, ce qui fait que si on va dans le Pamir, on peut y aller, mais au bout du bout, en fait, il n'y a pas 50 frontières. La frontière, c'est Afghanistan, Chine ou Kirghizistan. Et on ne pourra pas passer au Kirghizistan. Donc, du coup, il faudra refaire le chemin en sens inverse. Donc, ça n'a pas de sens. Donc, il y a, pour ma part, un peu de regret, parce que c'est vraiment un itinéraire dont je rêvais. Et on n'a pas pu partir pour le Pamir. Ceci dit, on y était au mois d'avril-mai. C'était quand même un peu tôt sur ces routes de très haute altitude. Donc, quand on considère ça avec le recul, peut-être que c'était finalement bon signe. Parce que quand on a traversé le Kirghizistan, on a quand même traversé quelques montagnes assez hautes, dans les 3000-3300 mètres d'altitude. Et il y a des fois, on a un peu morflé, il y a des fois, on a eu des bonnes conditions. Globalement, mais on était un peu tôt par rapport à la saison du dégel. Donc notamment, on s'est retrouvé un moment au lac du Sonkoul. C'est un lac, on a été un peu bête parce qu'on était un peu audacieux, on va dire, parce qu'on avait lu très clairement que le lac dégelait à la fin mai. Et nous, on était fin avril, début mai, et on s'est dit, c'est bon, là, il fait beau depuis quelques jours. Je pense que la saison elle a un peu d'avance, on va y aller, et comme ça on aura les premiers nomades qui vont s'installer dans l'alpage d'altitude, on sera vraiment avec eux à ce moment-là, il n'y aura pas de touristes, ce sera le début de la saison, ce sera top.
Mais sauf que voilà, il y avait encore pas mal de plaques de neige et on s'est retrouvé au bord du lac, un peu empêtré dans la neige, qui était une neige qui fondait, hein, néanmoins. Donc on était avec nos vélos, on s'enfonçait dedans et il y avait parfois 50 centimètres, 1 mètre de neige dans lequel il fallait avancer. Et c'était que des plaques, donc c'est-à-dire que voilà, il fallait avancer pendant 30 mètres, 50 mètres pour ensuite arriver sur la route. Mais sauf que quand il y a 10 ou 12 plaques dans la journée, on est trempé, on est fatigué. Et surtout, on avait pris du retard par rapport à notre planning parce que on était parti sur cette zone où on ne pouvait pas acheter de ravitaillement avec juste le ravitaillement qu'il fallait. Donc, on s'est retrouvé un peu dans une situation critique à ce moment-là. Néanmoins, c'était un privilège absolu d'être là parce que il faisait un temps magnifique, il faisait un ciel sans aucun nuage. Et de voir ce lac qui était pris dans les glaces, de voir la chaîne des Tian Shan au bout, sous un ciel azur. Et on était tout seul, donc en fait, il y a ce sentiment de privilège d'être tout seul à ce moment-là. On se sentait un peu dans la panade, on se sentait un peu dans la mouise, mais en même temps, on profitait un maximum parce que on était seul justement. Et heureusement, on a trouvé ce qu'il fallait pour repartir. Il y avait quand même quelques restes d'une yourte qui était sur le plateau à côté du lac, dans lequel il y avait un peu de ravitaillement. Et il y avait quand même un gardien sur le plateau qui gardait le seul bâtiment construit du plateau et qui nous a indiqué une route pour sortir. Et donc l'altitude au Kirghizistan, on l'a bien senti, on l'a bien vécu. Et c'était une expérience assez extraordinaire pour sentir le côté montagneux du pays. Et j'invite du coup les personnes qui nous écoutent à regarder le film parce qu'on voit vraiment les paysages et des plans de drone magnifiques justement de ces paysages pour se rendre compte. Et le film aussi revient un peu en détail sur cette péripétie du Sun Cool. Du coup, c'est l'occasion. Par la suite, vous retournez au Kazakhstan. On se posait un peu la question justement de comment on allait plus loin vers l'Est. On avait regardé un peu à la capitale d'Ouzbékistan, à Tachkent, est-ce qu'on pouvait avoir un visa chinois ? Et on n'a même pas pu rentrer dans le consulat chinois. En fait, les frontières de la Chine s'étaient ouvertes pendant qu'on était sur la route. Parce qu'il faut savoir que le 3 janvier, quand on est parti, les frontières étaient fermées. On est quand même parti en se disant adieu va, on espère que ça va s'ouvrir. Mais même si elles se sont ouvertes entre-temps, les frontières chinoises, il n'était pas possible dans les consulats d'Ouzbékistan, de Kirghizistan ou du Kazakhstan d'obtenir un visa chinois. Je pense que c'est parce que les autorités chinoises ne voulaient pas qu'on entre justement depuis ces pays dans la province autonome du Xinjiang, là où il y a les Ouïghours, ils étaient un peu méfiants. Et du coup, dans ces consulats, ils ne délivraient pas de visa. Ça s'est beaucoup libéralisé depuis. On était vraiment quelques mois trop tôt. Donc on s'est vraiment fait du mauvais sang à ce moment-là. Mais nous, on était vraiment bloqués. On a dû trouver un chemin pour aller plus à l'est. Et comme on ne pouvait pas passer par la Chine, la seule option qui restait, c'était la Russie. Donc qui n'était pas forcément une option évidente, parce que du fait du contexte de la guerre en Ukraine, on se disait qu'on n'allait peut-être pas avoir non plus de visa. Et si on n'avait pas de visa chinois, si on n'avait pas de visa russe, et ben là, on était bloqué. Il fallait prendre un avion, et c'était pas prendre un avion comme dans le Caucase, c'était prendre un avion pour 3000 km, et on pouvait pas revenir comme on avait fait en Azerbaïdjan. Donc c'était vraiment amputer notre projet, notre défi, d'une partie substantielle. C'était compliqué de se dire, on a rempli le défi d'aller par la terre jusqu'en Corée du Sud. Parce que là, il y avait vraiment un gros morceau qui manquait. Donc, d'une part, il y a eu un peu de dissension dans l'équipe par rapport à cet état d'esprit, par rapport à ce défi. Et il y avait aussi des tensions par rapport à l'incertitude qu'on avait de pouvoir aller en Russie. Et justement, là, pendant que vous êtes au Kazakhstan, les corps commencent un peu à lâcher. Et c'est là aussi où il y a des dissensions. Je voulais plus revenir sur cet aspect-là aussi du collectif. Parce que je sais que l'idée justement de faire un voyage sportif qui est très demandant physiquement, c'est aussi une recherche d'un élargissement de ses limites, d'une sortie de sa zone de confort, d'accéder à des états vulnérables pour être transformé. Mais si on dépasse ses propres limites, ben ça casse. Comment tu vois les choses un peu au regard de ce qui s'est passé
Alors effectivement, on était néanmoins tous les trois assez sportifs et on n'avait pas une différence de niveau très importante. Je pense que ça, c'était quand même assez important pour que ça se passe bien. Mais néanmoins, bah, quand on est dans la difficulté, c'est tout de suite l'humain qui est difficile à gérer, hein, parfois, hein, on est tous comme ça. Et c'est vraiment là où, voilà, où ça a pu être difficile. Physiquement, sur ce genre de trajet, ce qui peut pêcher plus, finalement, en fait, c'est parfois c'est les infections, c'est la digestion, plus même que les jambes. À ce moment-là, on a tous les trois été malades assez fortement, parce que, bah, justement, je pense que ça se reflétait un peu les tensions qu'on avait pu avoir. Et à ce moment-là, comme on avait des approches un peu différentes, comme on n'avait pas forcément aussi les mêmes craintes par rapport au fait, pas simplement de passer au Russie, mais on avait aussi parfois des craintes un peu différentes sur le fait de remplir ou non le défi. On n'avait pas forcément la même, le même rapport à cette règle, on va dire. Tout était combiné pour qu'on morfle un peu, qu'on souffre un peu. Quand on est arrivé au bout du Kazakhstan, où dans l'équipe il y avait pas mal de dissensions, où physiquement on avait un peu morflé du fait de bombarder vers le nord. On a rencontré Stas et Yelena, donc c'est deux personnes qui ont beaucoup compté dans le voyage. Elle était psychologue, lui il était professeur d'économie. Et c'était des Kazakhstanais d'ethnie russe, donc au nord du Kazakhstan, c'est essentiellement peuplé de Russes. Et comme on était un petit peu en rade, comme on était un petit peu en tension, d'arriver chez eux, d'être hébergés chez eux, ça nous a remis d'aplomb, ça nous a permis de nous réconcilier dans l'équipe, ça nous a permis physiquement de prendre un peu de repos. Et effectivement, ils ont été d'une aide précieuse pour faire la demande de visa, pour venir avec nous au consulat et traduire auprès du consul. Et ça nous a beaucoup aidé, et surtout ça nous a remis d'aplomb vraiment au niveau du moral notamment, quand on est arrivé à Oust-Kamenogorsk. Très honnêtement, si on n'avait pas eu ces bonnes nouvelles à ce moment-là, au nord du Kazakhstan, eh ben, on n'a pas la réponse définitive, on ne sait pas comment ça se serait passé. Est-ce que l'équipe se serait déchirée? Est-ce que physiquement ça aurait claqué? On ne sait absolument pas encore aujourd'hui. Et ouais, ça montre cette réalité aussi, la difficulté de faire en collectif, notamment quand il y a des situations compliquées qui arrivent. Et comment justement on appréhende cette vie en collectif quand on vit tous les jours au quotidien, 24 heures sur 24, ensemble pendant 7 mois? Alors je pense qu'il faut bien choisir ses coéquipiers, et après, faut se laisser des temps de respiration. Néanmoins, on n'avait pas forcément les mêmes attentes, les mêmes expériences. Et là-dessus, moi, j'étais pas forcément le plus facile à vivre, hein, je le reconnais facilement. Et c'est vrai que par rapport à certains de mes camarades qui pouvaient être un peu moins expérimentés, c'est parfois un peu dur aussi de se dire que c'était pas si difficile que ça, que voilà, on n'a pas forcément la même appréciation du danger ou de la difficulté, qu'on aimerait parfois que certains réflexes de voyageurs se développent un peu plus vite chez ses camarades. Mais il faut accepter aussi le partage d'expérience, et vu ce qu'on veut transmettre à présent, le fait qu'il y ait déjà dans l'équipe des expériences différentes et qu'il y ait déjà eu parfois des sources de tension qui venaient de là, ça a été assez révélateur. Et maintenant, quand je conseille des gens, des équipages qui veulent se lancer sur des projets au long cours, je suis beaucoup plus conscient des messages qu'il faut faire passer, qui moi me paraissent maintenant complètement naturels, mais que finalement il faut inculquer, il faut transmettre, parce que c'est ça aussi qui fait la beauté de la transmission. J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup réinterrogé mon parcours un peu d'éducateur scout par rapport à ça, que je me suis un peu reprojeté par rapport à cette transmission d'expérience. On a pu avoir un visa de transit. On l'a eu vraiment sur le dernier jour de notre visa kazakh, un visa de transit de quelques jours en Russie. Du fait que c'était quelques jours, on n'a pas pu faire tout à vélo en Russie. On a été véhiculé en train, et après on a été véhiculé dans un van d'une agence de voyage qui nous a aidé à aller jusqu'en Mongolie à travers la Russie. Et là, on a traversé une magnifique région qui est la région de l'Altaï, où on a eu beaucoup de regrets vraiment de ne pas pouvoir traverser cette région à vélo parce que c'était le printemps. Donc c'était vraiment un temps agréable. Il y avait des cyclo-russes qui faisaient leur trip à vélo dans l'Altaï. C'est des Alpes de Russie, c'est vraiment
une magnifique région de montagne. Et voilà, du coup, quelques regrets quand même de pas avoir pu la traverser. Mais on a pu arriver jusqu'en Mongolie par cette route-là. Donc, partir du Kazakhstan, passer 3 jours en Russie, véhiculer et arriver jusqu'en Mongolie. Et là, ben voilà, on avait pu arriver par la terre en Mongolie. Et là, on se disait, là, on est quand même plus très loin du but en termes de difficultés géopolitiques. On va pouvoir poursuivre jusqu'en Corée. Voilà. Après, plus très loin du but, on était quand même encore à 5000 km de notre objectif. Vous arrivez en Mongolie, de nouveau soudé aussi par justement ces bonnes nouvelles qui vous redonnent de l'énergie. Vous arrivez de nouveau dans les steppes à perte de vue. Quel sentiment qui prédomine quand vous arrivez en Mongolie? Bah là, effectivement, on est un peu plus détendu. On sait qu'on a 2000, 2500 km devant nous, qu'il n'y aura pas forcément énormément de choses à visiter et que du coup, de parcourir la route, c'est vraiment la bonne manière de visiter le pays. Et c'est surtout voir les paysages naturels qui nous plaisent. On peut rouler un peu plus facilement et on peut se mettre un peu moins la pression aussi en termes de rouler près les uns des autres. On avait un peu moins on a eu pas trop d'épisodes de vent un peu gênants qui nous obligeaient à rouler proches les uns des autres. Et on avait des paysages quand même qui étaient assez différents, qui changeait pas d'heure en heure, hein, ça on va pas se mentir, en Mongolie, il changeait plutôt de jour en jour, mais on avait choisi, je pense, une bonne route plutôt par le centre du pays, par un coin qui était un peu plus montagneux dans le centre du pays. Pas des grandes montagnes comme au Kyrgyzstan, comme on avait vu, mais quand même des choses un peu plus variées, où on avait un peu de forêt de temps en temps. Là, c'était vraiment la vie de nomade, c'est-à-dire que sur ces routes-là, il y a une ville tous les 400-500 km, il y a un village ou un point de ravitaillement tous les 80-100 km. Donc ça va, c'était parfait pour nous parce qu'on pouvait se ravitailler tous les jours. Par contre, on n'avait pas de quoi se loger tous les jours. Donc une fois par semaine, je pense qu'on s'arrêtait dans une auberge. Mais sinon, le reste du temps, on campait. On se lavait dans les rivières. On passait un peu de temps parfois sur les campements de yourtes. On était plutôt à une bonne période, au mois de juin. Donc les nomades ou semi-nomades étaient partis dans la steppe, étaient partis dans les pâturages. Et on avait aussi quelques jeunes enfants qui allaient en fait avec les oncles ou avec les grands-parents, donc des enfants plutôt de la ville, souvent d'Oulan-Bator, qui repartaient un peu à la campagne. Et ça, c'est vraiment le mode de vie un peu adapté des Mongols, des nomades. C'est pas forcément facile de conserver ce nomadisme au sein de la Mongolie. Il y a une grande partie de la population qui a quand même déménagé à Oulan-Bator, mais il y en a quand même un certain nombre qui essayent, le temps d'un été, de repartir dans la steppe. Là, on est plutôt bien servi par rapport à ça. La vie dans la steppe, elle s'est adaptée, hein. Dans les yourtes, il y a souvent un frigo, une télé, avec un panneau solaire. Il y a les chevaux qui sont avec les motos. Mais néanmoins, ça reste quand même une vie assez rustique, assez nomade. Et c'était intéressant de voir comment ils avaient conservé une bonne partie de ces traditions au sein du pays. La Mongolie, ce qui nous a marqué, je pense que c'est les animaux. C'est vraiment un pays d'élevage extensif. Les prairies sont assez pauvres. On s'en rendait compte quand on s'arrêtait au bord de la route ou quand on se baladait. Les prairies, c'est pas la prairie grasse de Normandie ou de Picardie, hein. C'est vraiment des brins d'herbe assez éparses. Et du coup, c'est de l'élevage très extensif. De temps en temps, on était sur la route avec un grand troupeau de moutons, de chèvres, de chameaux ou de chevaux qui étaient au loin. Du coup, c'est un pays très extensif, très grand. Quand il y a une bête qui meurt, on sent sa carcasse de loin. Il y a vraiment beaucoup de carcasses avec des rapaces charognards qui les dépecent un peu à droite à gauche. Ça ressemble vraiment au Far West. Et du coup, beaucoup de rapaces magnifiques, de grande ampleur, qui planent tout au long de la journée. Et il y a des fois, au-dessus de certains villages, ou même au-dessus de certaines stations-service, hein, vraiment une maison au milieu de nulle part,
il pouvait y avoir une dizaine de rapaces qui planaient toute la journée, tout du long. C'était voilà, vraiment une vie de nomade parmi les nomades, avec tout ce qu'on pouvait avoir avec. Ouais, vous étiez des nomades à vélo, que ce soit Ouais, en moto ou à cheval. ouais, et vraiment, comment dire, des nomades à vélo. Et je pense que ça, on l'a ressenti aussi quand on est arrivé en Chine. Là, on a pu rentrer en Chine à partir de Ulaanbaatar parce qu'on rentrait à partir d'une province différente. Donc là, pas de problème. On a pu avoir notre visa en 3 jours. Et la Chine, c'est comme l'Europe, quoi. C'est vraiment un pays industrialisé, urbanisé, développé. Et là, ça faisait quand même un gap assez fort avec nous qui avions passé 3-4 mois dans la steppe. Très concrètement, au niveau des aménités, on va dire, partout dans la steppe, là, depuis 3 mois, quand on s'arrêtait dans un petit restaurant ou une petite gargote pour refaire le plein, bah voilà, les chiottes, c'était une cabane au fond du jardin avec un trou entre 4 planches, quoi. Et ne serait-ce que d'arriver en Chine avec le confort moderne, ça nous a frappé, ça nous a changé un petit peu. Et heureusement, je pense, qu'il y a eu un peu la Chine avant qu'on arrive en Corée, qu'on arrive auprès du contact avec les jeunes au Jamboree, parce que ça nous a permis de sortir un peu de la brutalité de la steppe qu'on avait peut-être un peu acquise et de revenir un petit peu civilisé. Ouais, ça a fait une bonne transition au final. Et après la Chine, justement, il y a la Corée du Sud. Vous arrivez en Corée, vous arrivez jusqu'au Jamboree, enfin. Quel est le sentiment que vous avez quand vous arrivez enfin au but? Le premier jour au Jamboree était extraordinaire, donc on est arrivé le deuxième jour de l'événement. Le premier jour, donc tout le monde s'installe, et le deuxième jour, les activités commencent à se mettre en marche, et là on arrive. Il y avait pas mal de monde de la délégation française, pas mal de monde qui nous avait suivis sur les réseaux sociaux, qui se trouvait à la porte d'entrée, et pas mal de monde de l'organisation internationale qui était venu nous saluer. Et donc ça, c'était assez extraordinaire. On arrivait à 9h du matin avec tout le monde qui nous salue, qui nous fait une haie d'honneur. Et cette première journée était assez extraordinaire puisque il y avait pas mal de journalistes qui étaient là pour couvrir l'événement. Donc ils nous voient, ils nous interviewent, ils nous demandent un peu ce qui nous est passé par la tête. Ils ont fait quelques reportages sur la télé coréenne, effectivement, sur notre arrivée. En fin de matinée, on faisait la conférence inaugurale du village du développement durable. Donc, c'était un espace à l'intérieur du Jamboree où plusieurs conférences avaient lieu et plusieurs activités avaient lieu à destination des jeunes. Donc là, nous, on faisait la conférence inaugurale. C'est le village de développement durable Ban Ki-moon, donc du nom de l'ex-secrétaire général de l'ONU. Et Ban Ki-moon lui-même faisait l'inauguration officielle l'après-midi. Et nous, on faisait la première conférence le matin. Et l'après-midi, on rencontre aussi l'ambassadeur du scoutisme mondial, Bear Grylls, l'aventurier de Man vs Wild. Il était venu pour participer à la veillée d'ouverture et présenter un peu l'ouverture du Jamboree. Et quand il nous a vus, il nous a dit ouais, vous êtes pas mal, je suis un bon aventurier, mais vous êtes pas mauvais non plus, donc bravo, félicitations. Donc c'était assez extraordinaire. Et tout le long du Jamboree, on se baladait à vélo dans le site pour aller d'un endroit à l'autre. Forcément, nos vélos étaient assez reconnaissables, et c'est vrai que de temps en temps, il y avait un jeune ou un responsable qui s'exclamait oh, c'est eux, et hop, ils venaient nous voir, on discutait un peu, et c'était très valorisant déjà. Et peut-être qu'on essayait de poser un peu les jalons pour leur dire la prochaine fois, c'est vous, et on espère qu'on vous retrouvera sur la route pour les prochains événements. Ouais, surtout que ça fonctionne bien parce que les valeurs du scoutisme, comme tu le disais, c'est cette exploration de l'inconnu et cette aventure en collectif. Ça va bien dans le sens de se préparer à un événement scout en partant voyager autrement de cette manière. Oui, et en fait, c'est aussi qu'il faut rendre la soutenabilité, rendre le développement durable intéressant. Moi, je suis pas allé en Corée du Sud à vélo parce que je voulais absolument pas prendre l'avion. C'est pas ça la vraie raison. Moi, c'est parce que je voulais explorer les pays qui étaient entre les deux. Je voulais voir l'Asie centrale, je voulais voir la Mongolie. Et j'ai vu des choses extraordinaires qui m'ont façonné et qui m'ont fait comprendre mieux le monde. Et ça, c'est vraiment important parce que ces grands rassemblements internationaux, le principal impact environnemental, c'est évidemment le coût du transport. Donc, il faut essayer d'améliorer un peu ça. Et pour améliorer un peu ça, il faut pas simplement dire c'est une contrainte,
c'est quelque chose qui va me priver de ma liberté, qui va me priver de l'occasion d'aller à tel endroit ou à un autre endroit. C'est de se dire, bah non, ça va au contraire t'offrir des opportunités de vraiment voyager, de vraiment découvrir, de vraiment te faire des souvenirs. Au lieu de te téléporter dans un centre de vacances à l'autre bout du monde, dans une destination ensoleillée, il vaut peut-être mieux prendre un peu le temps, voyager un peu plus lentement, peut-être dans un pays un peu moins lointain, et vraiment le découvrir, vraiment s'aérer, vraiment peut-être rencontrer des situations un petit peu difficiles, même s'il faut aussi quand même s'offrir du bon temps, mais qui vont te fabriquer des souvenirs et qui vont voilà, te sortir la tête et qui vont vraiment être voyager. Oui, merci beaucoup pour ces messages justement que je trouve assez importants et qui rejoint bien aussi la philosophie qu'on véhicule dans ce podcast et à On the Green Road de manière générale, ce qu'on appelle le voyage à impact positif. Est-ce que tu peux me dire en quelques mots quels sont un peu les grands apprentissages de ce voyage? Bah, je pense que l'apprentissage général de ce type de voyage, c'est forcément d'avoir un regard qui est beaucoup plus aiguisé, de savoir observer un peu la réalité des pays traversés, d'avoir un peu un sens de la débrouille pour plein de choses, pour baragouiner une langue, pour arriver à se faire comprendre de quelqu'un qui parle pas la même langue. Ça, c'est des apprentissages généraux. Et moi, peut-être l'apprentissage là-dessus, bah, c'est une autre manière de gérer la difficulté. C'est vraiment la manière de gérer les tensions qu'il peut y avoir dans une équipe sur lesquelles j'ai beaucoup appris sur moi-même. Ça n'a pas forcément été facile, mais ça m'a beaucoup marqué. Je pense que j'ai progressé de ce point de vue-là dans le cadre du projet, puis aussi dans le cadre du montage du film qu'on a eu après. Ouais, ça t'a vraiment transformé toi aussi et permis une prise de recul aussi sur ta personne en dehors du regard qui peut changer aussi sur le monde. Et justement, tu parlais du film. Vous avez fait un film de cette aventure qui retrace justement un peu tout ce qu'on a dit, mais plus en mode film d'aventure où on vous voit tous les trois justement et toutes les péripéties. Où c'est qu'on peut voir ce film? Ce film, on va le mettre sur une plateforme, comme ça chacun pourra le voir. Et également, ce film, on va le diffuser pendant quelque temps dans les festivals. Donc, il y a pas mal de festivals de voyage qui existent. On commence à préparer la diffusion, à candidater à certaines sélections. Et on espère aussi organiser des projections un peu partout en France. Et en Europe, on a déjà commencé à le faire dans d'autres pays à l'occasion, pour mettre le pied à l'étrier à d'autres équipes. Les prochains événements, comme on l'a dit, c'est en Europe, donc il y a vraiment des possibilités. Le prochain défi pour nous, c'est pas d'aller au Portugal ou en Pologne à vélo. Entre guillemets, c'est facile, mais vraiment le défi, c'est qu'il y en ait plus qui prennent le relais. Ce sera jamais 50% des gens qui iront à vélo à ce genre d'événement. Mais voilà, si on peut avoir quelques dizaines, quelques centaines de personnes qui vont à ces événements d'une manière différente, si on peut installer un peu l'idée, pas simplement le vélo, mais qu'on peut y aller avec Interrail, avec le train, qu'on peut y aller en prenant un peu plus le temps. Voilà, je pense qu'on aura fait une partie du taf pour rendre la soutenabilité un peu plus intéressante. Ouais, c'est ça. Donc, vous êtes maintenant un peu avec ce film, en tout cas des ambassadeurs du voyage bas carbone. J'ai vu que, effectivement, sur les réseaux sociaux, vous aviez fait un moment un réel pour parler d'Interrail, donc qui est aussi un programme européen qui permet de voyager en train. Ça peut permettre de se déplacer un peu plus vite pour les personnes qui pourraient pas se permettre de se dégager le temps d'y aller à vélo, par exemple. Donc ouais, est-ce que vous vous sentez comme des ambassadeurs un peu du voyage bas carbone? Oui, bah, c'est exactement ce qu'on essaie de faire. Et voilà, c'est de prendre un peu plus le temps, quelques jours, pour voyager un peu plus lentement, pour peut-être passer par différentes capitales européennes, pour découvrir. Je pense qu'il y a vraiment plein de choses à faire de ce point de vue-là. Là, pour le prochain événement au Portugal, on va essayer de pousser quelques équipes à y aller un peu de cette manière-là. Et puis le gros objectif après, c'est 2027, où là on a un peu plus le temps d'installer ça. On espère que les scouts scandinaves iront éventuellement à la voile jusque Gdansk, parce que le Jamboree a lieu au bord de la mer en plus. Donc voilà, ça pourrait quand même changer un peu la donne. Ouais, ça donne des idées en tout cas. Bah écoute, Florian, merci beaucoup pour ce témoignage passionnant, pour les messages que tu as transmis. Bah, j'invite tout le monde à visionner le film justement pour se rendre compte, avoir des images aussi sur ce qu'on a évoqué. Merci beaucoup à toi et je te souhaite
de passer une belle fin de soirée. Merci. Et à très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup à toi d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a inspiré. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi. Je t'en serai très reconnaissant. Nous voici à la croisée des chemins. L'occasion de se rendre compte qu'il n'existe pas de voie toute tracée quand on parle de voyage engagé, mais bien d'une pluralité de vive voix. Ce témoignage peut-il nous inciter à nous mettre en mouvement à notre tour ? Faire du voyage un outil pour se reconnecter au vivant et agir ensemble ? Un nouveau départ nous attend. Alors, faisons le premier pas.